Bonjour à tous, merci d'être là. Alors plutôt que la pêche à la comète, c'est vraiment plus la chasse. Comme les avions de chasse, il va falloir être un peu plus dynamique qu'un pêcheur. Nous partons, c'est comme pour la chasse aux papillons, il faut d'abord savoir où aller les chasser. Et pour ça, le premier endroit pour trouver des comètes, peut-être, c'est la ceinture d'astéroïdes qui se trouve autour de Mars et qui est bourrée de cailloux. Malheureusement, ces cailloux contiennent peu de glace et peu d'eau. Lorsqu'ils tombent vers le Soleil et qu'ils tournent et ils orbitent autour du Soleil, on n'appelle pas ça des comètes parce qu'ils ne développent pas de chevelure, de gaz, de volatiles. Donc ça, ce sont des astéroïdes, ce ne sont pas des comètes. Il faut aller plus loin. Il faut aller à l'extérieur du système solaire, où là on trouve une deuxième ceinture, la ceinture de Kuiper. Là, on trouve des blocs de glace, littéralement de glace, mais de glace très salie, très noire. Beaucoup de matériaux organiques et des blocs qui, quand ils tombent de cette ceinture vers le Soleil, se rapprochent du Soleil, se réchauffent et des gaz forment la chevelure de la comète. Ça, ce sont des comètes. Alors, pourquoi on est très intéressé par les comètes et les papillons, surtout les comètes? Parce que ce sont les résidus qui datent de l'âge de la création de notre système solaire. Ils n'ont pas été modifiés, ont été frigorifiés à des températures très basses et ont été mis en sécurité, si je puis dire, à l'extérieur du système solaire. Quand on arrive à mettre la main dessus, on aura la trace des molécules qui existaient à la création de notre système solaire, inchangées. Donc ce sont les frigos, si vous voulez, témoins de ce qui s'est passé quand notre système solaire et nos planètes se sont formés. Un petit peu comme des scientifiques qui vont sur la banquise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent des carottes de glace et ils essaient d'avoir une carotte la plus profonde possible parce qu'ils auront la marque de l'atmosphère, de ce que la glace a emprisonné, il y a de ça des milliers d'années. Eh bien là, ce n'est pas des milliers d'années, ce sont des milliards d'années. Cette glace comporte les molécules d'il y a des milliards d'années. Donc la pêche, la chasse à la comète est vraiment très intéressante. Ce qu'il faut voir, c'est que cette ceinture que vous voyez, ça n'est pas des comètes encore, c'est un réservoir. Tant que ces objets, on appelle ça des objets, ces cailloux ne tombent pas dans le Soleil, il n'y a aucune chance pour nous de les atteindre et de les voir. Donc ça, ce sont des candidats comètes, c'est un réservoir à comètes. Voici donc une comète qui est tombée de la ceinture, qui se rapproche du Soleil et qui s'en éloigne, qui se rapproche et qui s'éloigne sur son orbite. Vous voyez qu'il y a une chevelure, la queue de la comète, il y en a même deux. La première, c'est la chevelure légère. La vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, qui s'évapore et qui est poussé par les vents solaires. Donc, la chevelure bleue, elle sera toujours poussée par le Soleil en direction opposée au Soleil. C'est ce qu'on voit depuis la Terre. La petite chevelure brune, ce sont les particules plus lourdes de poussière et de matériaux organiques qui sont plus lourds et que la comète sème derrière elle comme des petits cailloux, comme le petit poussé. Quand la comète se réchauffe, évidemment, elle dégaze et sa chevelure est longue. Quand elle s'éloigne du Soleil, la chevelure disparaît complètement. Quand on s'éloigne de cette ceinture de Kuiper, on trouve un réservoir encore plus grand, encore plus loin, encore plus gigantesque, c'est le nuage d'Oort. Et là, il y a un réservoir innombrable de comètes. Évidemment, inatteignable, injoignable, on attend qu'elles tombent vers nous. En 1969, deux scientifiques ukrainiens ont découvert une comète. À l'époque, ils faisaient tout en soviétique, en russe. Si vous lisez le russe, vous découvrirez leurs deux noms. Ça se prononce Churyumov-Gerasimenko. Alors pour les gens comme moi, on a donné un numéro, c'est beaucoup plus simple, 67P. En 2004, on part à la chasse, il y a 10 ans. Un peu plus de 10 ans, on part à la chasse de 67P. Pour ce faire, il nous faut un satellite très particulier, parce que le satellite va s'éloigner jusqu'à 800, presque 900 millions de kilomètres de la Terre. Pourquoi est-ce qu'on va si loin? La comète, elle arrive près du Soleil de toute façon. Pourquoi on se donne la peine d'aller quasiment jusqu'à Jupiter? Parce qu'on veut y faire atterrir ici, notre petit robot Philae qui est accroché à Rosetta. Si la comète est proche du Soleil, elle va dégazer. Impossible
trop dangereux, mortel pour le satellite de s'y poser. On doit donc s'éloigner le plus loin possible pour récupérer un caillou complètement congelé, passif et pas chaud, pas actif. Lorsqu'on est à cette distance, vous voyez la comète ici, l'orbite de Rosetta, on est tellement loin du Soleil et de la Terre qu'il faut 45 minutes, 3/4 d'heure au signal pour arriver à la Terre. Donc on lance des commandes, on attend 3/4 d'heure et on sait, on espère, que Rosetta a reçu nos messages. Ensuite, Rosetta fait quelque chose, il nous faut 3/4 d'heure pour le savoir. Autrement dit, le robot, le satellite, est hautement automatisé pour être absolument autonome. C'est bien trop long. 1h30 de délai, on n'a absolument pas le temps de réagir s'il arrive quoi que ce soit. Quand on va se mettre près de la comète, on aura, excusez-moi, voilà, on aura une attente de 30 minutes, on sera un peu plus près de la Terre, mais quand même, on aura une attente de 30 minutes avant de recevoir les informations. Voilà l'oiseau. 32 mètres d'envergure, des panneaux solaires immenses, jamais fait auparavant, un albatros. Pourquoi? Parce que quand on est très loin du Soleil, l'énergie reçue est infime. Il nous faut donc des panneaux solaires gigantesques. On n'utilise pas de source d'énergie nucléaire ou radioactive, pas de choses de ce style, que des panneaux solaires classiques, et donc il nous faut une envergure démesurée. Voici donc aussi la dimension de Philae que vous avez à l'extérieur à l'entrée de notre stand. 1 mètre cube de haut, de large et de profondeur, 1 mètre cube. Et Rosetta, le corps, 3 mètres de haut. Donc c'est vraiment un beau bébé qu'on a envoyé. Si vous le comparez à la 380, qui est également un beau bébé qui vole, regardez les 2 moteurs internes et notre satellite y rejoint en envergure les 2 moteurs de l'A380, ce qui est vraiment pas mal du tout. 3 tonnes en tout, dont la moitié de carburant. Il va nous falloir énormément d'énergie pour arriver sur la comète et surtout à la fin pour se caler sur l'orbite de la comète, sinon on la rate. Donc ça va consommer beaucoup d'énergie. Notre petit Philae, ici, 100 kg sur Terre. Vous savez que le poids, votre poids, est dû pas tant à vous, mais surtout à la taille de la Terre. Si vous allez sur la Lune, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Fini les régimes, fini le sport. Mais si vous allez sur la comète, encore mieux. Alors là, vous pouvez grossir, vous n'en apercevrez pas. 100 kg sur Terre, à votre avis, sur la comète, sans régime, combien ça fait sur la comète? 100 kg sur Terre, combien ça fait sur la comète? Pardon? 5 kg, j'ai ici. 1 gramme, qui dit mieux? Bon, c'est 1 gramme, vous avez très bien suivi. 100 kg font 1 gramme. Il va donc falloir équiper Philae de systèmes d'arrimage pour s'agripper à la surface de la comète, parce que si on arrive dessus, le risque immense est de rebondir et de repartir. 1 gramme, c'est, je pense, une feuille de papier, pas plus. Alors c'est parti. On quitte la Terre. Vous voyez le trait blanc, un selfie, c'était déjà la mode. Rosetta se prend en photo. Il y a de ça 10 ans, on voit un panneau solaire illuminé par les rayons lumineux, on est près du Soleil. Et on commence le voyage. Donc vous suivez le spaghetti blanc. C'est Rosetta qui part. Et vous trouvez qu'on ne quitte pas vraiment la banlieue du Soleil, c'est-à-dire la Terre et Mars. Pourquoi? Parce qu'avec la technologie moderne qu'on a, les moteurs de fusée qu'on a, il est impossible d'aller si loin dans le système solaire si on ne booste pas notre vitesse. Et comment on va faire ça? On va utiliser l'effet de fronde. La fronde, c'est, vous avez un petit caillou, si vous le lancez à la main, il y a une certaine vitesse. Par contre, si vous mettez le caillou dans un élastique, une corde, et que vous faites tourner votre corde, ça prend de la vitesse, vous lâchez le caillou et il part bien plus vite que si vous l'aviez lancé avec votre bras. On fait pareil. Et on utilise les planètes. On se laisse tomber sur la planète capture le satellite avec son champ gravitationnel et le propulse encore plus vite. Ça s'appelle le billard cosmique. Et ça, on va le répéter. On vient de le faire avec la Terre. On part encore plus vite. On revient faire un autre effet de fronde, ici, sur Mars. Et on continue. Deuxième effet de fronde.
Deuxième survol de la Terre et troisième accélération. Et on continue. Ici, on en profite pour traverser la première ceinture dont je vous ai parlé, la ceinture d'astéroïdes. Pas de comètes, d'astéroïdes. Et on a eu le bonheur d'étudier un astéroïde à la forme un peu particulière, un diamant. On sait que ce sont des corps, on les connaît très bien ces corps, les astéroïdes, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent sur Terre. On en récupère beaucoup dans les déserts, sur les glaciers, dans les océans, ils sont perdus, ils tombent. Mais on connaît bien ces corps-là, ils sont pleins de fer, très peu d'eau. En voici un. Et on continue, on revient et on procède à notre troisième survol de la Terre et dernière accélération. Ce coup-ci, ça y est, enfin, on a la vitesse nécessaire pour quitter l'intérieur de notre système solaire, la banlieue, et on part. Vous voyez que notre comète est ici. Et on est là-haut, on va essayer d'attraper. Par ici. On traverse, et cette fois encore une autre, on passe à côté d'une autre astéroïde. Et le 8 juin 2011, regardez la distance, là on est carrément très loin. Ici en jaune, vous avez l'orbite de Jupiter, donc vraiment on s'éloigne et on met le satellite en hibernation totale. Plus rien ne bouge, plus un ordinateur, on laisse seulement une seule chose en marche, un petit réveil matin. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'y a plus d'énergie, c'est exact. À cette distance, les panneaux solaires ne fonctionnent plus. On ne veut pas prendre le risque que l'énergie soit consommée et qu'un ordinateur tombe en panne, qu'on ait un problème avec le satellite. On coupe tout, ce qui est un risque énorme, mais il fallait le faire. Pendant 2 ans et demi, on n'a eu aucune nouvelle de la mission et on ne savait rien d'elle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un satellite, surtout dans l'espace profond, on n'a aucune idée où il se trouve. La seule manière de savoir ce qu'il fait et où il est, c'est de l'entendre. C'est le satellite qui vous dit où il est. On ne peut pas le voir à cette distance. Donc un satellite qui dort, on ne sait plus rien. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien. On est passé, on suppose, à l'époque, devant la comète, et en janvier de l'année dernière, on entend le réveil matin. Déjà, là, ça a été un très beau succès. Après 2 ans et demi d'hibernation, dans un froid sidéral, la machine s'est mise en route. On était très contents, en bon état. Elle a commencé à réchauffer tous ses organes internes progressivement et elle s'est mise en état de marche. Tout de suite, elle prend des photos de la comète. Alors, il faut qu'on vous aide. La comète, on est encore loin de la comète, c'est le petit point blanc dans le cercle rouge. On dirait pas, hein. La comète, comme on a attendu, a très peu de dégazage, très peu de chevelure. Et on est bien content d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on allait aussi loin pour la capturer. En mai 2014, on est sur la même orbite de la comète. Enfin, on a dépensé beaucoup d'énergie pour faire ça, en moteur. Et on était un petit peu en avance sur la comète. On a freiné, on s'est fait rattraper par la comète. Attention! On fait surtout très attention à rester du côté jour de la comète. Le côté jour de la comète, c'est le côté qui reçoit la lumière du Soleil. Parce que le côté nuit, c'est là où la chevelure va se développer. Et c'est très dangereux pour le satellite. Beaucoup de particules, beaucoup de poussière, beaucoup de gaz. Si le satellite traverse cette queue, quand la comète est active, c'est fini. Donc, on s'est mis devant la comète par rapport au Soleil, et on se fait rattraper, on freine un petit peu, et on se fait rattraper par la comète. Ça y est, on y arrive. Et là, on regarde. Ah, pardon. Un petit résumé de la mission avant de regarder. 4 survols, 10 ans de voyage de croisière, 10 années, 6,4 milliards de kilomètres parcourus, c'est le spaghetti blanc, et on a intercepté la comète à 500 millions de kilomètres du Soleil. Là, il faut une demi-heure pour que le signal arrive chez nous. Donc c'est quand même un voyage intersidéral, vraiment. C'est plus de la science-fiction, c'est de la vraie science. Voilà. Première image de la comète. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a été très surpris. Une espèce de deux comètes, une comète, un assemblage, une glace à 2 boules, 2 parfums, un canard. On a préféré dire un canard. Et le 26 août, on s'approche, on met les gros télescopes, enfin zoom optique en marche. Voilà le canard. Énorme surprise, personne ne s'attendait à ça évidemment. Une sorte de
Moi, je dis béton cosmique mal séché, encrouté. Quand vous regardez la Lune et vous voyez les cratères, vous savez d'où viennent les cratères sur la Lune? Justement, d'astéroïdes qui ont tapé la surface de la Lune et qui ont laissé leurs traces, des cratères. Mais ici, cette comète fait 4 km de long, une gravité insignifiante. Elle a quitté sa ceinture, ce réservoir où il y avait beaucoup de compagnes, et elle se trouve toute seule sur une orbite autour du Soleil. Aucun risque qu'elle entre en collision avec quoi que ce soit. Donc, cette peau rugueuse et ces sortes de cratères viennent de l'intérieur, des dégazages. C'est quand elle perd son eau, qu'il y a ces jets de fumée et de matière, qu'elle craquelle et qu'elle modèle sa peau. Alors c'est comme un serpent. Elle passe, elle arrive près du soleil, elle est en pleine activité, elle change de peau. Et quand elle quitte le soleil, elle se retrouve avec une nouvelle peau. Mais ce n'est pas comme le serpent, parce que lui, à chaque année qu'il fait ça, il grandit, il grandit, il grandit. La comète, c'est exactement le contraire. Elle rétrécit, elle perd de sa matière. Donc elle change d'allure, de texture sur sa surface, et elle change aussi d'allure physique complète. La question c'est, est-ce que ce sont deux comètes qui se sont soudées dans le froid et la glace? Est-ce que c'était une grosse comète qui a perdu sa matière et le noyau n'était pas rond, pas sphérique, une sorte de chose comme ceci? On ne sait pas. Il faut l'étudier. Grosse surprise. Et vous voyez ici ce cratère sur le museau. Alors, à partir de maintenant, je vais parler du corps du canard, tête du canard et le nez du canard. On dirait aussi un pistolet, enfin bon. Alors, nous nous approchons de la comète. Vous avez vu un petit peu ces orbites? Vous avez déjà vu ça, vous, des orbites triangulaires? Et plus tard, on verra des orbites rectangulaires. Autour de la Terre, un satellite qui est satellisé par la Terre est en permanence attiré par la Terre qui est grosse. La comète n'a aucune gravité. 100 kg, 1 gramme. Elle n'attire rien. Donc quand vous êtes à côté de la comète, si vous-même, vous ne faites pas les manœuvres pour rester autour, vous allez y échapper, vous allez partir. Donc, ces orbites qui n'en sont pas, qui sont des virages à angle droit, ce sont des manœuvres que Rosetta doit faire pour rester autour de la comète. Donc, il tourne vraiment à angle droit avec des moteurs, des jets de moteurs, des jets de gaz de ces moteurs. On s'approche. Vous voyez, ici, le Soleil côté jour, là, la queue qui n'est pas encore développée, et on descend pour s'approcher de la comète. Ça y est, on se met en orbite autour de la comète. Alors là, les orbites semblent rondes, mais c'est pareil. C'est Rosetta qui ajuste le tir à chaque fois pour rester autour de la comète. On y est. On est à une altitude très réduite de 10 km, ce qui serait aujourd'hui quasiment impossible, puisque la comète aujourd'hui se réchauffe et des gaz. À l'époque, presque pas de gaz. Donc on peut se permettre ceci. Alors je vous laisse découvrir les images stupéfiantes à 10 km d'altitude. Vous voyez, il y a vraiment des textures et des terrains qui sont très particuliers, très rugueux, à la fois très rugueux. Ah, un autre selfie. Vous voyez la comète au fond, le canard? Un panneau solaire de Rosetta. Et en surexposant l'image, on découvre déjà les premiers dégazages. Il n'y en avait pas beaucoup. À cette époque, enfin pas beaucoup, quand même, 1,2 litre par seconde. La comète, déjà si loin du Soleil, froide, perdait 1,2 litre par seconde. Et on s'aperçoit qu'elle le perdait beaucoup ici dans le cou, entre les deux boules, entre le corps et la tête. Ce sera beaucoup ici aux épaules et au cou. Vous verrez plus tard. Regardez ce terrain. Alors moi, ici, je trouve une sorte de dragon avec des yeux, le museau, un corps d'araignée derrière. C'est assez ahurissant. On n'avait jamais vu une comète comme ceci. Alors là, une plaine, on pourrait faire du ski, là, on pourrait descendre, avec des cailloux qui tiennent. Comment est-ce qu'ils tiennent? Ils tiennent par la gravité, sans doute par la glace et le froid. Ils sont collés, comme toute la comète. La comète, c'est une sorte de, encore une fois, un paquet de glace salie, comme du sucre, très peu dense, friable, très friable, et qui tient par une colle. On pense que c'est l'eau, la glace.
Regardez les premiers dégazages au cou, sublimation de gaz. Donc l'eau passe directement de l'état solide, la glace, à l'état gazeux dans l'espace. Et on a ici des collines très escarpées et ici des terrains très très plats. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse déjà à toute cette topologie, géographie? Parce qu'on veut y atterrir, je vous le rappelle. Donc on va essayer de choisir un terrain plutôt plat, sans cailloux, un beau petit balcon avec vue panoramique sur la comète, si possible. Là, on ne voudrait surtout pas aller. Là non plus, c'est pas bon. Parce que si on arrive ici aussi, le robot peut se retourner et on le perd complètement. Ici, ce serait possible, mais c'est dans le coût. Et donc, pour l'exposition thermique et recharger les batteries, ça ne convient pas. Encore un selfie. Regardez, la comète est encore un peu plus près. C'est quand même magnifique ça. Des photos dans l'espace par le satellite où on voit la comète qui dégaze, qui commence à dégazer tout doucement. Encore d'autres vues. Bon alors, assez plaisanté. Les scientifiques et les techniciens ont déterminé où ils allaient atterrir. Alors maintenant, novembre 2014, on va lâcher l'atterrisseur, l'accometteur, Philae. On quitte notre orbite et on va monter au-dessus de la comète, côté jour, et on va entamer, vous verrez, un piqué, comme un bombardier. On va littéralement piquer vers la comète pour larguer Philae. Je vous emmène maintenant en Allemagne. L'Allemagne, c'est là où on pilote le satellite. Un satellite ne peut pas exister s'il n'est pas piloté en permanence. Sauf quand il est en hibernation, évidemment. Mais hors hibernation, tout est surveillé, tout. Panneaux solaires, énergie, organes internes, consommation d'énergie, exposition à la chaleur, etc., etc. Un satellite ne peut pas exister s'il n'est pas, j'allais dire, sous perfusion, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à l'Agence spatiale européenne, nos satellites sont pilotés en Allemagne, dans ce centre, où nous allons vivre quasiment en direct l'atterrissage. C'est un événement mondial parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout simplement, et de l'exploration du système solaire, qu'on réalise une telle prouesse. Les télévisions débarquent avec tout le matériel, les télévisions du monde entier. On prépare une gigantesque salle de direct, des régies, une mascotte, parce qu'on veut que ça nous porte chance. Les chances de succès étaient de 50% pour Philae. Donc vraiment, c'est un terrain, c'est une exploration. On ne sait pas où on va, mais on y va et on prend les risques. Je vous présente Andrea Accomazzo, le pilote de Rosetta. C'est lui qui pilote depuis très longtemps l'Albatros et le petit Philae également. C'est lui qui fera toutes les manœuvres de séparation de Philae et c'est lui qui aura les nerfs vraiment mis à rude épreuve. Voici Fred Jansson, mon collègue, qui lui s'occupe de récupérer les données scientifiques. Parce que un satellite, imaginez, c'est comme un Airbus que vous voyez dehors. On a parlé jusqu'à maintenant des pilotes, de l'envergure, des moteurs, des batteries, de l'énergie, etc. Mais on ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour les passagers. Et sur un satellite, les passagers, ce sont les scientifiques. Donc vous imaginez, à l'arrière, dans l'Airbus, dans Rosetta, des scientifiques avec des caméras, des gros zooms, des instruments scientifiques, et on va là-bas pour faire de la science. Donc il y a deux types de données qu'on surveille. Il y a les données qui servent à piloter l'engin dans la cabine de pilotage, c'était Andrea Accomazzo, et il y a les données scientifiques qui nous reviennent de Rosetta et de Philae. Et ça, c'est le monsieur qui doit mettre ces données à disposition des scientifiques. Et enfin, troisièmement, nous avons le coordinateur de tous les scientifiques qui sont à bord. Il y en a un paquet. Par instrument, il y a des dizaines et des dizaines de scientifiques dans l'Europe entière qui travaillent et qui attendent des données pour étudier. Ce n'est pas une chose simple. Donc il y a des centaines de scientifiques qui sont embarqués dans cette mission. Voici Churyumov, Klim, 45 ans après la découverte de sa comète. Il nous a fait le bonheur et l'honneur d'être avec nous. Et voici Gerasimenko, heureusement que c'est écrit, parce que sinon évidemment je ne pourrais absolument pas vous le prononcer. Elle se trouvait à Cologne pendant l'événement. Les deux scientifiques, en 1975, lorsqu'ils étudiaient la comète, dans un observatoire. Donc c'est vraiment de l'histoire en direct avec les deux découvreurs
de la comète 67P. Bon, un petit peu rapidement, vous avez ici les deux centres de pilotage au nord, le centre de Darmstadt pour piloter Rosetta, un autre centre à Cologne pour piloter Philae, même s'il n'y a pas beaucoup de façons de piloter Philae, il faut quand même le surveiller. Et donc ça, c'est le pilotage. Et au sud, on a deux centres, un centre du CNES pour récupérer les données scientifiques de Philae et un centre à Madrid de l'agence spatiale pour récupérer les données scientifiques de Rosetta. Rosetta a à bord 11 instruments. Philae en a 10. Donc les deux, j'insiste, les deux sont des plateformes d'observation bourrées d'instrumentation scientifique. Il n'y a pas que Philae. Le tout a été construit par un consortium il y a 10 ans. À l'époque, il s'appelait EADS. Maintenant, Airbus, ils sont dehors. Ils ont fait un travail absolument faramineux, parce que tout a fonctionné jusqu'à maintenant. 10 ans après, hibernation, un projet majeur. 50 compagnies en Europe, sans compter les sous-contractants de ces compagnies. 14 pays européens impliqués dans ce mécano industriel à l'échelle européenne. Et 1000 personnes occupées en direct sur ce projet. Donc c'est vraiment un développement majeur européen, une grosse mission. Voici tous les pays qui ont participé au développement de la mission. On a même eu le Canada qui a fait une antenne pour l'espace profond, pour suivre la mission. L'Australie nous a donné le terrain pour placer l'antenne de l'autre côté de la Terre pour suivre la mission. Et les États-Unis ont également fourni 2 instruments, parmi les 11 sur Rosetta. Alors voilà, coût total de la mission, 1,4 milliard. Alors là, je sens un petit peu dans l'assistance un ouf de francs 6 sous, quoi, c'est rien du tout. Parce que si on prend ce chiffre et qu'on le divise par 25 années, un peu plus de 10 ans de développement et de construction du satellite, 10 ans de voyage et 2 ans de science, on obtient 56 millions par an. Et si on le divise par environ 300 millions de citoyens européens, on a moins de 20 centimes par tête pendant 25 ans. Alors si vous prenez une petite famille, les 2 parents, 3 enfants, ça fait 1 euro chaque année pour la mission Rosetta pendant 25 ans. Sur 25 ans, votre petite famille de 3 enfants a contribué à hauteur de 25 euros, grosso modo. Je pense que c'est encore moins. Donc ce chiffre paraît important, mais en fait, il est réparti sur une très longue durée. Pour ce prix-là, je vous donne un Rosetta, 32 mètres d'envergure, 3 tonnes, un Philae, un lanceur Ariane 5, lourd, lanceur très lourd, 12 ans d'opération de vol, 10 ans de voyage et 2 ans de science, et les 2 ans de science ici également. Donc c'est une aubaine. Hein. Je vous le fais après réduit, à prix d'amis. Nous sommes le 12 novembre 2014, ça y est, on commence les opérations de largage. Vous voyez ici l'infléchissement de l'orbite, on fait un piqué sur la comète, très risqué. Regardez, on dévie littéralement, encore avec un virage angle droit, et on va, j'allais dire, s'écraser sur la comète, pratiquement. On largue la sonde Philae, et évidemment Rosetta a toutes les précautions mises en place, s'écarte de cette trajectoire de collision, mais elle laisse Philae descendre. Maintenant, il faut attendre 30 minutes sur Terre avant que le signal n'arrive. Voici ce qui s'est passé. Rosetta s'écarte, Philae descend. Regardez la comète dessous. Philae descend. En attendant, on essaie de tromper un petit peu son ennui. Voici M. Roger Bonnet, qui à l'époque était le directeur de la science, qui a lancé la mission, il y a de ça 10 ans, chez nous. Voici un scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Bibring, qui est le directeur des caméras embarquées sur Philae. Voici François Hollande, qui est notre président, qui essaie de passer incognito avec des lunettes 2D. Il était à Toulouse, dans le centre du CNES, et on attend. Et ça y est, on reçoit le signal de séparation, ça a réussi. On se félicite, et voici la photo de Philae qui descend du Rosetta, et qui s'éloigne et qui tombe vers la comète. Voici le monsieur responsable des caméras sur Rosetta, qui a pris la photo. Et voici de nouveau M. Bibring, qui lui est responsable des caméras sur Philae, qui s'éloigne et qui descend. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une photo de Rosetta. Voilà la photo de Rosetta. Philae descend, se retourne et prend la photo de Rosetta, qu'il est en train de quitter. Notre directeur félicite tout le monde, on est très content. Cette étape capitale a été un succès. Le directeur de l'agence
félicite ses équipes et on attend. Ça descend, ça descend. Voici, regardez la comète en dessous. Voici ce qui a dû se passer. Ça descend. Regardez comme la comète tourne en dessous. Voyez? Qu'est-ce qui se passe? La comète tourne sur elle-même pendant 12 heures. Elle fait une révolution complète pendant 12 heures. La descente va durer plus de 6 heures. Donc pendant toute la descente, la comète va effectuer un demi-tour complet sur elle-même. Donc pour atterrir sur le museau du canard, le nez du canard, il faut viser le dos. C'est ce qui s'est passé. On a lâché Rosetta sur le dos de la comète et 6 heures de descente après, on espère que ça va toucher le point d'impact en question. Vous voyez la caméra? Elle a tourné. Voici le museau dont je vous parlais avec le gros cratère. Et on va essayer d'atterrir ici, dans une plaine. Une plaine, espace dégagé. Belle vue. Ça y est, on sait que Philae a atterri. Mais on ne sait toujours rien. On n'a pas reçu le signal. On espère que Philae a atterri. Voilà ce qui a dû se passer. Philae a dû descendre et a dû toucher le sol. Photo du sol à 40 mètres. Idéal, emplacement idéal, ensoleillé, pas de voisins, petits cailloux, tout plat, une vraie piste d'atterrissage. Du bonheur, du velours. On attend. On attend. Le pilote, ici, commence à s'impatienter. C'est dur. C'est dur pour les nerfs, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il y a des problèmes. Atterrissage, libération. Alors là, voilà ce qui s'est passé. Philae descend. Vous voyez ici qu'on a 2 harpons qui doivent se déclencher, pénétrer la surface et nous arrimer à la surface. Nous avons dans chaque pied des vis, comme des vis à expansion que vous avez chez vous pour accrocher des cadres au mur, qui doivent rentrer dans la croûte. Et enfin, ici, quand on touche le sol, regardez au-dessus, vous avez un jet de gaz qui va plaquer, un moteur qui marche en sens inverse, et qui va plaquer Philae à la surface. 3 mécanismes pour coller à la surface, pour que le 1 gramme de Philae scotche. Alors là, c'était vraiment la joie, les gens exultent, il y a des gens qui deviennent fous de joie. Gros soulagement après toutes ces nuits blanches à travailler et également beaucoup de larmes, les nerfs qui craquent. À ce moment-là, explosion médiatique. Ça fait la couverture du monde entier, mais véritablement du monde entier. Votre agence spatiale européenne a été citée partout dans le monde à ce moment-là. Tous les médias ont couvert l'événement. De nouveau, notre directeur vient nous féliciter. On est toujours content quand un directeur nous félicite. La NASA nous félicite. Alors on est très content quand la NASA nous félicite, nous petits Européens, en termes de budget. Le directeur de l'agence spatiale allemande nous félicite également. Et je le mets ici parce que dans 2 semaines, ce monsieur devient le directeur de votre agence spatiale européenne. C'est notre nouveau directeur. Je vous présente monsieur Oulamek. Alors après les remerciements, on s'aperçoit que ce monsieur ne rigole pas du tout. On avait les petits fours, les coupes de champagne, la couverture médiatique. On était sur un petit nuage, une petite comète. On était très contents. Il arrive et il nous explique une chose. Ce monsieur, c'est un ingénieur qui a construit Philae. Lui, il regarde les paramètres techniques des organes de Philae. Et il nous dit que Philae reçoit un ensoleillement qui n'est pas fixe. Vous imaginez, vous êtes mis sur la plage, vous avez étalé votre serviette, vous n'avez pas de parasol, vous voulez l'ensoleillement maximal. Et puis le soleil disparaît, et puis il revient. La lumière disparaît, et elle revient. Alors, ou le soleil se met à jouer à la girouette, c'est pas possible, ou la comète se met à tourner comme une folle, c'est pas possible, c'est vous qui tournez. Vous vous mettez sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, vous faites varier l'ensoleillement. Mais comment vous faites pour faire ça quand vous avez les 3 pieds dans le sol? Ben, vous ne les avez plus sur le sol. Gros problème. On s'aperçoit alors que Philae est encore en vol. Donc, on n'a pas atterri une seule fois, on a atterri 2 fois. Philae a rebondi. Alors, monsieur Lamec avait pas mal d'humour, il souriait encore, mais nous, on ne souriait pas beaucoup, parce qu'on était en train de perdre Philae. Voici la zone d'atterrissage. Voilà ce qui nous reste, juste après l'impact. Un nuage de poussière. Retenez bien ce mot nuage de poussière, ce nuage de poussière, il est très important pour la suite. Et ici, un petit pixel blanc, c'est Philae qui se sauve. On va essayer de reconstituer un petit peu avec les images. Voici, vu par Rosetta, Philae. On distingue les 3 patins et le corps de Philae. Qui descend, qui descend, qui descend encore,
qui va toucher le sol. Qui a touché, il y a 3 traces. Vous voyez les 3? La scène de crime? Il y a 3 traces dans la poussière. Philae a disparu. Alors on tourne les caméras, on le cherche et on voit sur la crête Philae qui est en train de partir, de s'échapper. Voici la scène reconstituée avec les zooms ici dans chaque petit carré. Ici, si on faisait le zoom, on verrait Philae sur la crête qui est en train de s'échapper de l'autre côté. Voici la zone d'atterrissage qui a eu lieu et voici là où on pense qu'on s'est mis. Alors, c'est vraiment l'endroit où il ne fallait pas se mettre. On voulait un balcon avec vue sur comète, imprenable, et là on se retrouve dans une zone où il n'y a que des fossés, des crevasses et des cailloux. Le risque est que, 1, on se mette dans un trou, 2, les cailloux nous fassent culbuter, tête dessous. Cette ellipse mesure 15 mètres par 150 mètres. On ne sait pas où est Philae, mais dans ce rayon de 150 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Philae descend. Malchance. Le moteur qui devait plaquer Philae ne fonctionne pas. Les harpons qu'on avait déclenchés ne sont jamais partis. Alors évidemment avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Le 1 gramme de Philae pèse pas lourd, hein? On rebondit et on part. Pendant ce temps, la comète, elle tourne, puisque le rebond va durer 2 heures. Donc Philae retombe dans l'ellipse, là où on ne voulait surtout pas qu'elle retombe. À 1 heure près, on ratait la comète et on partait dans l'espace profond. Voici l'image du premier atterrissage, ce qu'on appelle un flou de bouger. Carrément, oui, on a rebondi aussi sec. Voici l'image du deuxième atterrissage. On voit une paroi, on est dans un trou, ce n'est pas du tout l'horizon dégagé qu'on attendait, pas du tout. Voici les images de toutes les caméras panoramiques autour de Philae. Autour de Philae, vous verrez dehors sur le modèle réduit, il y a des caméras tout autour. On se trouve vraiment dans un trou. Et on pense que Philae est comme ceci. 2 patins fichés dans la surface, et le troisième peut être en l'air, comme ça, avec le ventre un petit peu à l'air. On n'est pas complètement retourné. On communique encore très bien avec Rosetta. Mais, il y a peu de lumière dans ce trou, donc les batteries se déchargent. Et pratiquement 3 jours après, le robot s'éteint et se met en veille automatiquement. Alors là, est-ce qu'on a perdu la mission? Est-ce que c'est l'échec de la mission? Parce que le robot a été perdu. Je vous rappelle que Philae est un robot bourré de capteurs. Regardez tout ce qu'il étudie, hydrogène, carbone, azote, oxygène, molécules organiques, champs magnétiques et même surface et croûte et même noyau à l'intérieur de la comète avec des ondes radio. C'est une plateforme scientifique. Là-dessus, il n'y a que 2 instruments qui n'ont pas fonctionné parce qu'on avait mis des capteurs même dans les harpons et dans le forage que vous voyez ici, cet instrument. Donc celui-ci, on n'a pas pu le déployer et les harpons ici n'ont pas fonctionné. Mais tous les autres instruments ont fonctionné à cause du nuage de poussière qu'on a dégagé en touchant le sol. On a rempli les capteurs de matière de la surface. Et les analyses ont été faites pendant qu'on volait. Ce n'était pas prévu du tout. Mais on l'a fait. On devait faire ces analyses sur le sol, mais les instruments ont très bien fonctionné, même en planant, tranquillement. Donc, 80% des objectifs scientifiques ont été remplis. Par ailleurs, Philae, c'est pareil en altitude. Rosetta, excusez-moi, en altitude, est bourré de capteurs, a même plus de capteurs et d'instruments que Philae. Et donc, Rosetta, lui, à distance, étudie la surface. Voici comment Rosetta voit la comète. Ils ont des yeux grand angle, des yeux petit angle, comme la photo, des yeux en fente, et on voit même des tout petits carrés pour faire des zooms, et on voit aussi des grands angles, ce qui nous permet d'étudier la chevelure de la comète et les gaz de la comète. Donc Rosetta fait un travail remarquable, scientifique, d'étude de la comète. Voici tout ce que déjà on a pu trouver dans le coma, le halo, la chevelure de la comète. Regardez tous ces éléments, je ne vais pas les lire, mais ça fait beaucoup de molécules très intéressantes pour la vie et pour la construction des molécules complexes nécessaires à la vie. Quelques données de la comète. Ici, 1,2 litre déjà par seconde au mois d'août. Une température de moins 90 à moins 43 en surface. Donc c'est vraiment très très froid, comme je vous l'avais dit, un bloc de glace. Et une densité qui est 2 fois moindre que celle de l'eau.
Les dimensions, voilà, si vous mettiez la comète sur Paris, ça tient entre l'Arc de Triomphe et le Louvre. Tout ce qui est au milieu, écrabouillé. On peut faire pareil avec Rome, entre le Vatican et le Colisée. Amsterdam, idem. On peut continuer comme ça. Enfin, si on met la comète dans de l'eau, elle flotte. Elle est 2 fois moins lourde que l'eau. À propos d'eau liquide, d'où vient l'eau liquide sur Terre? Une des grandes questions, c'est qu'elle viendrait des comètes. Parce que quand même, la Terre, à l'époque, il y a très longtemps, c'était ça. Très chaud, un magma. Pas une goutte d'eau liquide à la surface, impossible. Aujourd'hui, on a ça. Il a bien fallu que cette eau soit amenée. Et on pense que ce sont les comètes, qui sont des boules de glace et qui ont bombardé à une certaine époque de la formation de la Terre, qui l'ont bombardée et remplie d'eau à la surface. Alors pour faire ceci, pour savoir si l'eau de la comète est la même que l'eau, celle sur Terre, on doit comparer. Et on prend ce qu'on appelle de l'eau lourde. Dans toute eau, il y a une proportion d'une eau un peu différente qu'on appelle l'eau lourde. Bref, quand 2 échantillons d'eau, 2 verres d'eau ici, ont la même proportion d'eau lourde, elles viennent de la même source. Quand la proportion d'eau lourde est différente, l'eau vient de 2 endroits différents. Et on a analysé, et on s'est aperçu, on s'est aperçu que l'eau de la comète 67P n'est pas semblable à celle de la Terre. Donc ce ne sont pas des comètes comme 67P qui ont amené l'eau sur Terre. Aïe, aïe, aïe. Quand on regarde de l'eau des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, ils n'ont pas beaucoup d'eau, mais ils en ont quand même, ces astéroïdes, un petit peu. C'est de l'eau strictement identique à celle de la Terre. Si les astéroïdes ont bombardé la Terre, il n'y a pas assez d'eau pour remplir les océans. Par contre, il y a beaucoup de fer dans les astéroïdes qu'on retrouve dans le noyau de la Terre, mais il nous manque de l'eau. Ici, la ceinture de Kuiper, il y a 3 comètes qui ont été analysées à ce jour. 2 possèdent de l'eau similaire à celle de la Terre, donc c'était, j'allais dire, une bonne nouvelle, mais 67P, non. C'est un autre type d'eau. Et enfin, le nuage d'Oort, on a pu s'approcher de 7 comètes qui venaient du nuage d'Oort, et leur eau est similaire à celle de la Terre. La théorie, donc, veut que la Terre soit remplie, et remplisse ses océans suite à un bombardement de comètes, un bombardement massif de comètes. Philae a atterri. Maintenant, on continue la mission. Philae a disparu, on n'entend plus parler. Tant pis, c'était une belle aventure, mais Rosetta continue l'aventure, puisque la comète va se rapprocher du Soleil, dégazer de plus en plus, et c'est là que ça va être important. Regardez, ici on voit très très bien ici en haut le piqué qu'a fait Rosetta pour larguer Philae, et Rosetta continue ses orbites, alors les orbites complètement délirantes d'avions de chasse. Ce qu'ils font en dehors, les avions de chasse, c'est la rigolade comparé à ça. Ça, ce sont des circuits de Formule 1. Regardez ça, on change de sens, on y va allègrement avec les moteurs. Et on obtient des images, toutes encore spectaculaires, de la surface. En février, on se rapproche, la queue se développe, le dégazage s'intensifie. Regardez, il y a de plus en plus de gaz. Toujours du col, comme j'avais dit, mais les autres régions vont se trouver exposées aussi. Ici, on va faire un survol à 6 km en février, ce qu'on ne pourrait absolument plus faire aujourd'hui à cause des dégazages. 6 km. Regardez cette image, et en bas, qu'est-ce qu'on voit? L'ombre de Rosetta qui passe comme un avion à la surface de la comète. On continue, on s'éloigne, et on prend de plus en plus de photos, et la comète se réchauffe. Regardez ces orbites rectangulaires. Vous ne les verrez qu'avec la mission Rosetta. Ça commence à chauffer, hein? Il commence à y avoir du gaz, là. Beaucoup d'eau. Avril, on se rapproche. De plus en plus chaud. Regardez ça, c'est magnifique. Et là, la comète, la chevelure commence à se développer. Juin, on se rapproche du Soleil. Et il n'y a même pas une semaine, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche, ce serait ce soir, il y a une semaine. On ne s'y attendait pas. Coucou la Terre. Message, petit tweet, SMS de Philae qui est vivant. Ahurissant. On ne savait pas, on est tombé des nues. Il y avait effectivement une possibilité. Mais là, on se disait, mais c'est à sorcier que tu rentres, qu'est-ce qui s'est passé? Maman et moi, on s'est fait un sang d'encre. Bon, en fait, non, on avait oublié Philae, hein, on l'avait un petit peu enterré. La comète, en se rapprochant du Soleil, a donné de plus en plus d'énergie à Philae qui a pu recharger ses batteries. Et c'est là la chose la plus ahurissante. Rosetta a capté son signal à 200 km d'altitude.
Voici Philae dans son trou, qui aujourd'hui reçoit, dans son trou, dans son fossé et dans son abri, qui reçoit 2h30 de lumière contre 6 heures de lumière, ce qu'on voulait au départ dans le site idéal. Donc c'est pas beaucoup. C'est le printemps cométaire qui commence dans cette région. Il va faire de plus en plus chaud. Si Philae, et c'est ça le côté ahurissant de cette aventure, si Philae était resté sur le premier site d'atterrissage et que les harpons l'avaient ancré au bon endroit, on aurait eu beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie. Très bien. Mais ça veut dire que la chaleur aurait détruit Philae en février, mars de l'année passée, maximum. Au lieu de ça, on s'est mis dans un trou et c'est ce qui a sauvé Philae. L'exposition solaire et le réchauffage qui l'aurait tué n'a pas eu lieu. Et c'est ce qui a protégé Philae pendant 7 mois. C'est ahurissant, absolument ahurissant. Ce qui va se passer, c'est que la comète va se rapprocher du Soleil, et le point le plus proche, ce sera dans 1 mois et demi, le 13 août. Là, la comète va dégazer tout ce qu'elle peut, le maximum. Philae devrait être protégée dans sa crevasse, puisque ce sont des parties froides de la comète, et il va être aux premières loges pour observer. Mais il y a quand même un problème, c'est que on doit, pour communiquer avec Philae, faire descendre Rosetta. Or, il n'était pas prévu du tout de faire descendre Rosetta en dessous de 200 km pour avoir une bonne liaison radio au mois d'août. Ça risque d'être très dur pour Rosetta, parce qu'il va y avoir beaucoup de particules qui vont être éjectées. Mais enfin, c'est quand même l'accident qui a sauvé Philae et qui nous redonne un Philae vivant, qui va faire des analyses au moment où la comète va donner le plus de gaz et d'informations sur sa composition. La semaine dernière, non, cette semaine, Rosetta a parcouru 7 milliards de kilomètres. Ici, le 13 août, retenez bien cette date, on sera au plus proche du Soleil à l'activité maximale. À ce moment-là, ensuite, il y aura le mois d'octobre, il y aura le mois de décembre, et on va s'éloigner du Soleil. Est-ce que Philae aura survécu? Ça, c'est la grande question. Il faudra vraiment vérifier, et être là, vérifier si en août, Philae a survécu. Rosetta aussi, est-ce qu'elle aura survécu? Et puis la comète, à chaque fois qu'elle passe près du Soleil, elle perd de sa matière. Est-ce qu'elle va rester collée, ces deux morceaux? Est-ce qu'ils vont rester collés ou est-ce qu'elle va se désagréger? Donc les 3 acteurs principaux de ce roman, feuilleton, j'allais dire, qu'est-ce qui va leur arriver? Il faudra suivre ça dans les semaines et les mois qui viennent. Alors voilà, on arrive à la fin de la présentation. On a eu cette semaine ici, à ce bureau, une conférence de presse et qui a livré les premiers résultats. Et j'ai passé une grosse demi-heure à vous dire que la comète était pleine d'eau et notamment de glace. Bon, en fait, les résultats pour cette comète-là sont pas aussi tranchés et il y a beaucoup moins d'eau et de glace qu'on ne pensait. Et le liant, la colle qui tient tout ça, semblerait, ce serait la matière organique elle-même. Les photos que vous avez vues, en fait, elles étaient lumineuses, on voit du blanc, mais vous devez savoir qu'une comète est parfaitement noire, comme du charbon. Elle reflète très peu la lumière. Et en surface de cette comète, on s'aperçoit qu'il y a très peu de glace et que c'est beaucoup de matière organique qui est éjectée après par la glace qui est plus profonde. Et puis, qu'est-ce qui va arriver à la mission? Eh bien, il se peut que dans 1 an, peut-être 2, puisqu'on arrivera en fin de mission, que Rosetta n'aura plus d'énergie, que la mission va s'éteindre, il se peut qu'on demande à l'orbiteur Rosetta de faire ce qu'on avait toujours évité, qui était trop dangereux, de traverser la queue de la comète. Puisque de toute façon, le satellite va mourir un jour, eh bien, autant utiliser ces derniers moments pour qu'il fasse du beau travail scientifique, et on risque de le précipiter vers la comète et de pénétrer ces nuages et ces particules, ce qui va lui être fatal. Mais de toute façon, la mission touchera à sa fin. Voilà, moi je suis toujours abasourdi par cette aventure pleine d'accidents et de rebondissements, vraiment au sens propre du terme. Vous, Européens de France, restez bien connectés et passez surtout un mois d'août en pleine santé. Vérifiez que notre petit Philae est encore vivant pour la suite des aventures. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.